il avait été élu sénateur. Senghor était député, Dia sénateur. Et quand il arrivait à Paris, au Palais du Luxembourg, qu'est-ce qu'il faisait? Il se passionnait par l'économie, il se plongeait dans l'économie. Puis il rencontre un grand économiste français, François Pérou, qui est passionné par ce jeune Sénégalais, là, qui est vraiment plein d'intelligence. Et puis, Pérou va devenir, disons, le tuteur de Mamadou Dia dans ses études économiques. Et il avait donc vraiment une connaissance très profonde de l'économie, mais en même temps de l'intériorité du problème. Et là, Dia est complètement passionné par l'idée de dire, si on veut acquérir l'indépendance et la citoyenneté, eh bien, il faut aussi qu'on puisse, disons, être libre économiquement. Or, le Sénégal, à l'époque, était dans le régime de ce qu'on appelait l'économie de traite. Qu'est-ce que c'était l'économie de traite? L'économie de traite, à partir de 1840, on introduit l'arachide au Sénégal. L'arachide venait d'Amérique du Sud. Et puis ça devient l'oléagineux principal et l'administration pousse à marche forcée la culture de l'arachide dans tout le Sénégal. Et souvent d'ailleurs au détriment des cultures vivrières. Et puis les grands huiliers métropolitains, ils voient un pactole pour fournir le marché français et européen en oléagineux, etc. Et donc l'arachide devient la clé de voûte de l'économie sénégalaise. Et le prix de l'arachide est fixé par le gouvernement et tout ça. Et le paysan est donc en quelque sorte étranglé par tout ça. Il s'endette, mais on l'oblige à passer par le marché de l'arachide. Donc Dia dit, si on veut aller vers la liberté et l'indépendance, il faut mettre bas l'économie de traite. Et pour ça, il faut absolument... Alors là, je rejoins mon fil de tout à l'heure. Au lendemain du référendum, donc dire, nous allons en 4 ans bâtir les conditions de l'indépendance, et Dia et Senghor étaient totalement ensemble là-dessus, eh bien, nous allons bâtir cette indépendance. Il faut arriver à détruire cette économie de traite pour remettre l'économie rurale entre les mains des paysans. Et pour ça, il faut que les paysans soient éduqués à ça, qu'ils puissent créer leur propre et gérer leur propre modèle. Et alors, il y avait ceci, si vous voulez, de terrible à l'époque, c'est que il y avait une frange des générations qui étaient passées par l'école primaire à la française, et puis les autres n'étaient pas scolarisés, ou à peine scolarisés, etc. Et donc, il fallait que les citoyens puissent aussi, disons, acquérir l'éducation qu'il fallait. Et alors là, au lieu de dire, comme on l'a fait souvent, généralisons l'école sans poser la question du modèle, qui veut dire importons pour tout le monde le modèle de l'extérieur. Dia dit il faut une éducation populaire, qui soit une éducation paysanne. Et il lance ce qu'il appelle l'animation rurale, en 1958-59. C'était passionnant. Ça voulait dire créer des cercles d'éducation dans tous les villages, avec des délégués paysans, qui, effectivement, acquéraient les connaissances nécessaires pour être eux-mêmes les transformateurs de leur vie et aussi les gérants de leurs racines. Et là, il parlait d'autogestion paysanne, et il disait, ce qui va relayer l'économie de traite qu'on va mettre par terre, c'est pas une classe, disons, de capitalistes sénégalais qui vont remplacer les capitalistes blancs, mais on va créer une économie sociale, une économie coopérative et sociale, avec des coopératives puissantes. Et on lance ça, mais ça exigeait que les paysans soient vraiment formés pour ça. Et l'animation rurale le faisait remarquablement. Et en même temps, alors Dia, chef du gouvernement, il fait une réforme complète de l'administration sénégalaise, de façon à ce que les circonscriptions administratives, que tous les services techniques agissant dans un espace déterminé travaillent en équipe. Autant le directeur d'école que l'infirmier, que le cadre d'agriculture, que l'assistant social, une équipe polyvalente. Et ayant comme interlocuteur, eh bien, le collectif des coopératives paysannes, de façon à ce que le développement devienne un pacte entre ces deux volets-là, les représentants de l'État et les représentants de la société civile organisée. Et Dia disait,
notre socialisme africain, et Senghor le soutenait à l'époque, ça doit être un pacte entre l'État et la nation. Voilà. Et on va répercuter ça à tous les niveaux. Le projet était passionnant. Moi, j'étais au cabinet de Dia, j'étais complètement jusqu'au cou engagé avec lui là-dedans. On se disait, bon, là, il y a vraiment des choses qui dépassent largement, d'ailleurs, notre expérience sénégalaise. Mais les obstacles commencent à surgir. Premier obstacle, la chambre de commerce de Dakar, qui était tenue par les puissances de l'arachide. Les huiliers de Marseille, de Bordeaux et tout ça, qui avaient leurs représentants. Et alors, effectivement, eux veulent à tout prix bloquer cette expérience. Puis, se joignant à eux, un certain nombre des grands marabouts sénégalais qui utilisaient, disons, les talibés comme leur main-d'œuvre, qui contrôlaient leurs propres coopératives. Et les coopératives de Dia étaient des coopératives autogérées. Bon, alors effectivement, voilà, c'est le deuxième composant. Et la troisième, c'est dans le personnel politique de l'époque, il y avait, disons, une clientèle qui était, disons, selon la Troisième République. Et alors, effectivement, à un moment donné, il fallait qu'on passe des seuils. Et au bout des 4 ans, eh bien, tout l'espace rural sénégalais devait être dans le nouveau système. Et il fallait abattre Mamadou Dia à tout prix. Et à ce moment-là, alors, effectivement, disons, cette coalition-là a commencé à saper le travail de Dia et à faire le siège de Senghor, qui était, après l'éclatement de la Fédération du Mali, enfin c'est une autre histoire, devenu président de la République, mais dans un régime qui n'était pas un régime présidentiel, où le chef de gouvernement, disons, déterminait la politique de la nation. Et ils font le siège de Senghor pour dire à Senghor, attention, Mamadou Dia, il veut créer une république islamique, toi tu es chrétien, il veut te ficher en l'air. Ils vont faire fuir les capitaux français et les investisseurs. On connaît bien ce chapitre-là. Et progressivement, eh bien, il se passe un drame. Les députés qui étaient dans cette voie-là déposent une motion de censure sans consulter le parti dont ils étaient tous membres. Et alors là, la grosse question est de savoir, est-ce que Senghor va bloquer ça? Ou bien est-ce que, disons, on va laisser Dia abattu de cette manière-là, alors qu'on était vraiment au moment le plus crucial du passage, disons, à plein régime du système. L'Assemblée décide de voter la motion de censure avant que se réunisse le parti, le comité national du parti. Et là, Dia intervient pour empêcher le vote de la motion de censure. Et aussitôt, et Dia disait, je m'en remets à la décision du parti qui nous a tous donné. Il fallait 4 jours pour ça. Bon, et puis là, alors effectivement, bon, les frondeurs, si vous voulez, pour les appeler aussi comme ça, eh bien, disent à Senghor, il a violé la Constitution. Et puis Senghor se laisse embarquer dans cette affaire. Et Mamadou Dia est emprisonné et évacué du système. On crée un régime présidentiel. Et puis le Sénégal, disons, sort de cette aventure vraiment passionnante, tout en disant, bon, on va continuer, mais comment va-t-on continuer si on n'a pas les acteurs majeurs de ça? Et alors, progressivement, si vous voulez, le Sénégal s'est engagé dans une sorte de troisième voie, qui était, disons, mi-figue, mi-raisin. Dia, condamné par une cour politique, et Senghor ne s'y est pas opposé, condamné à la détention perpétuelle pour coup d'État, déporté à Kédougou dans des conditions pénales très très dures. Et puis, bon, ben voilà, le Sénégal s'engageant dans cette voie. Alors, moi, j'ai quitté le Sénégal juste avant ces événements-là. Senghor me demande de revenir. Dia étant en prison, je fais dire à Senghor, parce que ça se passait par personne interposée, je ne peux pas, moi, retourner au Sénégal alors que Dia est en prison. Bon, Dia est un peu fâché, Senghor est un peu fâché. Moi, je change complètement de cadre et je me lance, disons alors à ce moment-là, dans une aventure associative
il y a des associations qui avaient prêté le concours à tout ce plan de Mamadou Dia, là, une s'appelait l'IRFED et l'autre l'IRAM, qui me demandent de quitter l'administration et d'entrer dans leurs responsabilités, ce que j'ai fait, pour travailler dans d'autres pays et exporter tout ce qu'on avait appris à faire avec les Sénégalais, bon, en termes d'animation rurale et tout ça. Bon. Donc je sors du jeu. Et puis,